Peut-être pour nous présenter, avant de présenter les panélistes, ce webinaire est modéré par Oussama Larichi et moi-même, donc Margot Isder, en tant que co-secrétaire de la région écologiste Hort-de-France. Vous pourrez poser vos questions et nous en sélectionnerons quelques-unes, puisque nous sommes très nombreux ce soir dans ce webinaire. Et évidemment, nous poserons les questions qui se recoupent à nos candidats. Pour ce webinaire, donc 2 panélistes vont nous accompagner et développer ces propos. Nous serons accompagnés donc de Michael Vincent, qui est colistier sur la liste de Marie Toussaint, et de Stéphanie Lewczynski, qui est colistière sur la liste Écolo en Belge. Donc une belle représentation de ce que peut être l'Europe déjà sur des listes, puisque nous avons 2 listes différentes, mais avec un but commun, lutter contre les dérèglements climatiques et des pauses climatiques décidées par nos gouvernants. Michael habite Bruxelles, il a vécu longtemps à l'étranger, il est spécialisé dans le secteur de la finance et essaye de mettre en place des dynamiques pour réguler ce système financier vers un point écologique et durable. Il développera son propos par la suite. Et Stéphanie est conseillère en politique chargée des recherches scientifiques pour le cabinet du secrétaire d'État à la transition scientifique de la région de Bruxelles-Capitale. Donc 2 points de vue qui nous permettront de balayer un peu ce sujet qui est vaste. Ils ne donneront pas toutes les réponses ce soir, mais pourront orienter déjà vos avis sur des points thématiques des écologistes européens pour ce qui peut être fait au niveau du Parlement et des prochaines actions que nous souhaiterions mettre en œuvre à une échelle un peu plus globale que nos propres pays respectifs. Je pense que cette intro est suffisante pour amener le débat. Donc, je passe sans transition la parole à Michael Vincent, qui va nous présenter la finance et comment aller vers une finance durable. Merci Margot, bonsoir à toutes et à tous. Alors, donnez-moi juste 30 secondes, comme ça je reprends la main pour partager mes slides. Et confirmer évidemment que tout le monde m'entend et puisse voir mon écran. Parfait. Ben, en tout cas, voilà, merci Margot et Oussama pour cette invitation, pour l'organisation de ce webinaire, ainsi qu'à l'équipe de campagne. Merci à vous toutes et à vous tous pour être venus nous écouter aussi nombreux pour ce premier événement organisé par la région Hort-de-France. Voilà, en tant qu'économiste, on s'est dit que pour ce premier sujet, on allait parler un petit peu de finance et de transition écologique. Hein. La finance, l'économie, c'est souvent le nerf de la guerre. C'est aussi souvent utilisé comme un argument un petit peu d'autorité pour faire ou ne pas faire. Donc, on va essayer un petit peu de décrypter, de déchiffrer un petit peu tout ça et pour peindre comme ça notre position sur ces questions et puis présenter quelques propositions qui font partie de notre programme des écologistes pour l'élection européenne de juin. Un petit mot pour commencer, si Stéphanie avait été là, elle vous aurait présenté plutôt la partie comment financer la transition, là où j'ai écrit financer la transition, on le fait mais on le fait mal. Elle vous aurait donné quelques pistes, mais ce sera peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Et là, pour compléter cette intervention, voilà, moi j'avais prévu plutôt d'axer sur le côté dépolluer la finance. Qui est évidemment aussi un aspect important, c'est-à-dire que on peut parfois voir, c'est aussi le cas dans certains groupes politiques, notamment chez les macronistes, une opportunité de créer make the planet great again, de créer une espèce de nouvelle manne de la finance verte. Donc évidemment, la transition écologique et solidaire, c'est l'affaire de tous, et donc c'est aussi l'affaire de la finance privée. Donc il faut trouver des leviers
pour la financer. Ce qu'on veut en revanche éviter, c'est que ça s'ajoute à la finance normale où rien ne change, parce qu'il y a aussi des problèmes à régler avec ça, et éviter de créer une nouvelle manne, parce que c'est vrai que derrière, il y a aussi chez certains ou certaines représentantes de la majorité l'envie de faire de Paris la nouvelle place financière, la nouvelle Londres depuis le Brexit, et que la finance verte pourrait aussi servir de cette manne. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on va aussi axer les questions sur le côté dépolluer la finance, et pour dépolluer la finance, bien évidemment, ça doit passer par une réglementation tout à fait correcte. Donc voilà, comme je disais, voilà, évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique, la transition écologique et solidaire, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit s'y mettre. Il y a effectivement un défi de financement de la transition, mais quand on parle de finance, et notamment la grande finance de marché, les grandes banques qui fascinent, eh ben, il y a des risques. Hein. Il y a des risques, c'est même un euphémisme, je dirais. Rappelons-nous quand même qu'il y a tout juste un an, le monde se faisait à nouveau peur avec les faillites bancaires, la faillite de SVB notamment aux États-Unis, parmi d'autres, mais c'était la plus grosse, ou de Crédit Suisse, plus proche de nous, qui a été ravalé par UBS, qui, du coup, dans l'affaire, est devenu un nouveau mastodonte encore plus gros qu'avant, donc ce qui n'est pas sans poser de questions. Donc encore une fois, voilà, l'idée, quand on parle de finance et de transition écologique, c'est pas de limiter le sujet à la création d'une nouvelle niche sur des produits verts, une niche repeinte en vert. On sait ce que le marché peut être, ce dont le marché peut être capable, et donc d'éviter aussi une nouvelle bulle spéculative à la subprime, ou de la création très créative de nos banquiers de nouveaux produits dérivés qui permettraient de spéculer sur la transition écologique sans vraiment la financer. Il ne faut quand même pas oublier qu'on veut éviter aussi des crises bancaires, d'où la régulation. Je parlais de ce qui s'est passé l'année dernière, qui s'est à peu près bien passé parce qu'il y a quand même eu des régimes de gestion de ces faillites bancaires depuis, mais il ne faut pas oublier quand même que la crise des subprimes n'est pas si vieille que ça, et que de la crise des subprimes s'en est suivi quand même 10 ans de galère, de stagflation, de récession, des logiques où on a entendu dire l'écologie, ça commence à bien faire. Donc on veut avant tout absolument éviter une crise écologique, une crise climatique. Tant qu'à faire, si on pouvait éviter aussi une crise bancaire dans la foulée, voire même éviter une crise bancaire qui nous servirait d'excuse derrière pour dire on ne peut plus financer la transition écologique, ce serait quand même désirable. Donc, bien qu'il faut, j'insiste sur la hiérarchie, on est d'abord là pour sauver la planète et la trajectoire climatique, mais effectivement, éviter que cet argument économique, hein, argument massu, nous retienne un petit peu en arrière et continue cette inertie qu'on considère un petit peu mortifère. Alors, si j'emploie le terme dépolluer la finance, c'est parce que dans la finance, il y a quand même pas mal de choses qui clochent et qui nous empêchent un petit peu de réussir la transition écologique. Euh, Même si la finance verte fonctionne, il ne faudrait pas que tout le reste égal par ailleurs. Il faut sortir du court-termisme, de la logique d'exploitation, la logique d'extraction, d'exploitation, comme je disais. Voilà, moi j'aime bien utiliser par exemple cet exemple-là. Aujourd'hui, on entend souvent parler du trading à haute fréquence. C'est un phénomène d'ailleurs pas si récent que ça fait déjà 15 ans que ça existe au moins. Et il faut savoir que voilà, aujourd'hui, des transactions peuvent être faites en moyenne à une vitesse de 0,1 milliseconde. Voilà. En comparaison, un battement de cils, c'est 300 millisecondes. Donc voilà, vous montrez un petit peu à quel point on a perdu, je dirais, la tête, on a perdu un petit peu les ordres de grandeur et une certaine réalité. Donc il y a des choses comme ça à repenser. Comment penser le long terme? Comment penser le financement de la transition si une partie du casino des marchés financiers se fait pour des gains à court terme, des logiques court-termisme, au point où on fait des transactions au dixième de milliseconde, encore une fois, et où en moyenne, le temps de rétention d'un actif est inférieur à une journée. Donc, on est vraiment sur le fait d'augmenter des volumes et pas forcément de financer. Alors, racheter des actions sur le marché gris, ça ne finance rien. Ça ne fait que gérer la spéculation. Certains produits dérivés également. Euh, Finalement, le fait de devoir un petit peu faire le lien entre climat, crise climatique, écologique et finance, ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on en parle. C'est quelque chose qui a été popularisé, pas d'ailleurs forcément par les ONG ou les économistes hétérodoxes comme moi, mais même par quelqu'un de tout à fait du sérail, Marc Carney en l'occurrence, qui était le directeur à l'époque de la Banque d'Angleterre, mais qui était aussi le directeur du Financial Stability Board, qui s'occupe un petit peu voilà, des affaires de stabilité financière dans le monde et qui réunit la plupart des pays du G20, et qui avait eu comme ça en 2015 ce fameux discours sur la tragédie des horizons.
face à un parterre de banquiers et d'assureurs, et qui expliquait, attention, banquiers, assureurs, si vous ne vous occupez pas du climat, c'est le climat qui s'occupera de vous. Les risques climatiques sont aussi des risques financiers. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai, hein, c'est ce qu'on appelle la double matérialité. Le climat a un effet sur l'économie et la finance, mais la finance et l'économie ont un effet sur le climat, un effet d'ailleurs plutôt néfaste, hein. Je parlais de ces effets un petit peu court-termistes de spéculation et puis surtout de financement des fossiles, hein. Il y a encore énormément d'argent de la finance de marché qui va financer des projets d'extraction. Il y a un stock, évidemment, de prêts et de financement de ces entreprises-là qui fonctionnent encore à plein, et de nouveaux investissements sur des projets vraiment écocides, climaticides. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on ne va pas chercher à amoindrir tout ça, il faut le stopper. Parce que face au climat, on ne peut pas négocier, il y a des seuils d'irréversibilité, des effets paliers, des effets boule de neige, et donc on ne peut pas se permettre de juste faire un petit peu moins et de fonctionner comme ça un peu près du précipice. C'est pour ça que la régulation doit avoir un rôle vachement important. On ne veut pas juste protéger la finance du climat, on veut aussi protéger le climat de la finance et aider finalement quelque part la finance à se protéger d'elle-même, parce qu'elle ne le fera pas sans une régulation assez élevée. Il suffit de l'entendre. Moi-même, j'ai pu expérimenter ça de première main, ce monde un petit peu fascinant de la finance, et de voir les logiques, hein, qui sont là-bas. Il y a aucun intérêt pour un banquier de faire mieux que les autres et d'essayer de prendre en compte l'aspect climatique ou le prix du carbone, etc., dans un monde où c'est pas régulé et où le banquier à côté ne le fera pas. Donc, il y a vraiment une fuite en avant comme ça, c'est d'où l'importance de la régulation. Et puis, il y a quand même un certain cynisme encore chez beaucoup de banquiers. Moi, j'utilise souvent l'exemple de Stuart Kirk, mais il y en a d'autres. Stuart Kirk, c'était jusqu'à mi-2022 le chef des investissements responsables chez HSBC, et qui s'est fait virer pour avoir expliqué dans une conférence que la finance verte, c'était pour les gogos, alors que c'était lui le chef de ça chez HSBC, mais que c'était bien, parce qu'il y avait quand même des gens qui y croyaient, parce que ça lui permettait de faire du fric, et que lui, de toute façon, le climat, même à une trajectoire plus 4 degrés, c'était pas un problème. On arriverait à vivre même avec le niveau de l'eau qui serait surélevé, que Miami pourrait tout à fait s'adapter comme Amsterdam l'a fait, que ça fait quand même plus de business, que lui, de toute manière, vu le temps qu'il investit, il ne considère pas le temps long, et que son risque ne voit pas plus loin que 5 à 6 ans. Donc finalement, il s'est fait virer, je pense, pas tant pour penser tout ça. C'était quand même assez symptomatique d'une certaine pensée dans le milieu, mais il s'est fait virer pour l'avoir dit tout haut, tout haut. Donc c'est pour ça, hein, qu'il faut pas compter sur la finance pour voir une épiphanie un peu lointaine, mais c'est par la régulation qu'on va y arriver. Alors c'est vrai qu'on a vu récemment une tendance à une pause réglementaire, c'est-à-dire, pour de mauvaises raisons d'ailleurs, hein, parce qu'on a besoin de régulation finalement. Moi j'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est que on voit beaucoup la contrainte comme étant un problème, etc. Mais la vraie contrainte, c'est l'absence de contrainte. Si on ne cherche pas à aider la finance à se protéger d'elle-même, elle va nous traîner, comme elle l'a déjà fait par ailleurs assez souvent dans son éventuelle chute. Il y a des crises. On est arrivé dans une économie de crise, c'est-à-dire que de plus en plus, on voit le nombre de crises économiques avec des facteurs hétérogènes, enfin exogènes ou endogènes, mais on en voit de plus en plus, et qui augmentent à chaque fois en fréquence et en intensité, et qui nécessitent des plans de sauvetage, des quoi qu'il en coûte toujours plus élevés, et qui nous empêchent du coup de financer également la transition écologique. Un exemple pour dire que voilà, la vraie contrainte, c'est l'absence de contrainte, c'est que ces absences de contraintes actuelles font que, par exemple, on n'est pas protégé des inondations, on peut subir des sécheresses, on peut subir des canicules, on peut avoir des dégâts matériels sur sa maison, et il est difficile de savoir où on en sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et on a déjà vu déjà les 3 dernières années, c'est difficile à vivre, et encore sans même mentionner, là je parle un petit peu de la situation hexagonale ou européenne, mais en Europe du Sud, mais aussi dans d'autres endroits du monde, c'est déjà bien pire. Un chiffre, par exemple, voilà, pour moi, la vraie contrainte, c'est l'absence de contrainte. C'est par exemple demain, c'est de savoir si on va pouvoir s'assurer, si on va pouvoir assurer sa maison. Il faut savoir, et c'est une étude de la BCE qui le dit, pas les ONG,
que seulement un quart du risque lié au risque climatique, des catastrophes naturelles, etc., seulement un quart est financé par les assurances. Donc on arrive dans un monde où on ne pourra plus s'assurer très bientôt, ce qui reste quand même, voilà, pour moi, une vraie rupture d'égalité. Et donc, voilà, encore une fois, pour illustrer le fait que la vraie contrainte, c'est, à mon sens, l'absence de contrainte. Alors la régulation peut faire des choses par rapport à tout ça, sortir peut-être déjà du tout quantitatif. La finance de marché, c'est une finance très rapide, hein, j'ai parlé de trading à haute fréquence, qui fait beaucoup de quantitatif et qui essaie un peu de prédire l'avenir en regardant le passé. Sauf qu'avec la cause climatique, ça ne suffit pas. Et c'est d'ailleurs une des informations qui était passée par un rapport que je recommande à tout le monde, qui s'appelle le rapport du signe vert, le Green Swan, qui est sorti par des banquiers centraux. Là, encore une fois, on ne parle pas d'ONG ou d'activistes, mais qui explique que face au climat, les modèles de finance actuels ne sont pas du tout adaptés. On utilise trop la statistique et utiliser le passé pour prédire l'avenir quand il s'agit de la cause climatique, c'est un problème. Par ailleurs, les trajectoires climatiques ont des effets, encore une fois, d'irréversibilité, mais aussi d'effets exponentiels qui font que ce n'est pas linéaire et que le risque n'en vaut pas forcément la chandelle et qui sera difficile de ne pas avoir une crise bancaire et une crise financière dans un monde à plus 2 degrés, à plus 3 degrés ou à plus 4 degrés, ce qui, in fine, nous ferait passer 2 fois à la caisse, ce qui est quand même un gros problème. Et cette approche toute quantitative, qui est malheureusement aussi consacrée par la régulation aujourd'hui, nous empêche, parce que du coup, c'est souvent une excuse pour dire on a besoin d'attendre, d'avoir plus de données pour pouvoir enfin réguler le risque climatique des banques. Et ça, c'est un gros problème qui crée quand même beaucoup d'inertie, à mon sens, et qui en fait détruit un petit peu le sens même du métier de banquier, parce que voilà, on est dans le tout algorithme, là où il y a des projets à financer qui peuvent parfois être un peu plus audacieux. Moi, j'aimerais revenir à une finance plus locale, où le banquier fait son boulot, plutôt que de mettre 3 variables dans un algorithme et on lui dit si le prêt est accordé ou pas, ou si c'est pour acheter des produits dérivés sur la place de Londres ou de New York, et de revenir à un financement plus local. Et ça demande une approche plus qualitative d'accompagnement. Et c'est ce métier-là qu'on veut plutôt réenchanter, plutôt que de compter sur je ne sais quel produit dérivé ou de finance de marché pour financer finalement notre transition, en sachant que cette finance n'est pas très adaptée non plus à financer des choses qui ne sont pas rentables dans les termes économiques tels qu'on les pense aujourd'hui. Typiquement, financer une énergie éolienne qui coûterait quasiment rien à produire et quasiment rien à vendre, si on changeait la logique, je vois mal comment le marché pourrait s'approprier ce genre de logique. Donc, c'est d'ailleurs, ça me donnera une transition importante avec l'intervention de ma collègue Stéphanie juste après. C'est voilà, l'idée, c'est de remettre un peu de sens aussi sur le métier de banquier, de repenser la finance locale, remettre la finance de marché à sa place, se focaliser sur des choses plus concrètes, plus locales. Et je crois que la théorie du donut et l'exemple belge qui va nous être conté sera intéressant. Un point pour terminer rapidement, la régulation, ça marche. Il faut savoir que pendant longtemps, les banques, même les grandes banques d'investissement, les Morgan Stanley, etc., étaient des sociétés en commandite, c'est-à-dire où la responsabilité personnelle des actionnaires et des banquiers était impliquée, et donc on jouait un petit peu moins au casino avec les fonds propres parce qu'on en était de notre poche. C'est là aussi où je vois beaucoup de mérite dans le travail de Marie Toussaint sur l'écocide notamment, où en fait une responsabilité pénale de cette finance aussi serait importante. J'utilise ce graphique. Qu'est-ce qu'il dit ce graphique? Je parle souvent des 40 glorieuses quand j'enseigne sur ces sujets-là. C'est qu'en fait, le moment où la régulation bancaire et financière était la plus forte, c'était suite à la crise de 29 et de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pendant 40 ans, il s'est passé une période où il n'y a eu quasiment aucune crise bancaire et aucune crise bancaire dans les pays développés de l'OCDE. Et ça ne nous a pas empêché d'ailleurs, même si on a un projet post-croissance, mais avec les lunettes, avec la focale de l'époque, ça n'a pas empêché de faire une croissance importante, de se développer, d'augmenter aussi les acquis sociaux, etc. Sur cette période-là. Donc finalement, la régulation ne tue pas non plus le business absolument, mais voilà, on en est vraiment là. Et c'est là où je pense que c'est ce qui m'a convaincu, moi, en tant qu'économiste, aussi de rejoindre la liste de Marie Toussaint, c'est le fait que le programme que vous allez découvrir très bientôt, a des propositions assez solides sur comment financer déjà la transition écologique. Ça, c'était peut-être la partie qui aurait pu être couverte par ma colistière Stéphanie Dembach
si elle n'avait pas eu un empêchement, mais aussi sur sortir finalement les entreprises européennes des énergies fossiles, reprendre la main sur l'économie européenne avec ce besoin de désinvestir l'argent public européen des activités toxiques, le contrôler aussi en créant un fonds souverain écologique pour sortir un petit peu de tout ça, prévenir le risque d'une crise financière qui nous prendrait un peu en otage, en tout cas qui créerait de l'inertie sur le financement de la transition écologique, à cause de l'inaction climatique des entreprises fossiles qui n'ont pas envie de dire que le roi est nu et que ces énergies-là sont amenées à ne plus valoir grand-chose, donc qui tirent sur la corde autant que faire se peut. Et il faut les faire sortir de ça, il faut qu'elles fassent des plans de transition et qu'on interdise à terme ces pratiques-là. Et changer donc les règles du jeu de la finance aussi pour assurer la justice fiscale, la justice sociale, sortir de la finance européenne des actifs carbonés font partie voilà, des enjeux qui me semblent importants, des propositions qui sont solides, notamment, mais je m'arrêterai là pour laisser du temps, bien évidemment, à ma camarade Stéphanie et pour les questions-réponses. Oussama, je te redonne la main. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation qui était, ma foi, très riche. Ça me rappelle un point très important. Ça fait plus de 10 ans que je milite dans le mouvement écologiste et ce qu'on nous, l'idée reçue qu'on a très souvent, c'est qu'on est très axé sur l'environnement et on est très fort. Et cette présentation est la preuve en slide. J'ai envie de dire que on a aussi un plan sociétal et c'est ça aussi l'écologie politique. C'est important de le préciser à toute notre audience ce soir que notre programme est riche sur tous les aspects qui feront avancer notre société dans le bon chemin, comme on veut. Donc encore merci de nous avoir présenté ça. Et sans plus tarder, je voulais passer la parole à Stéphanie Lepczewski, qui est, comme l'a présenté Margot au préalable, conseillère à la région Bruxelles-Capitale et colistière sur la liste écolo belge, donc nos amis écologistes en Belgique. Stéphanie, je te laisse la parole et je te demanderai de bien vouloir partager tes slides si tu veux bien. Merci. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Vous voyez mes slides? Oui, très bien. Tu pourrais peut-être te mettre en mode présentation pour que ce soit un peu plus large. Ça serait parfait. Voilà. Ok. Très bien. Ça marche. Bon, alors je vais y aller. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Stéphanie Lepczynski. Je pense que vous avez déjà eu un petit peu une présentation de qui je suis. Donc l'intervention qui vient d'être faite a rappelé, on va dire, les grandes, on va dire un cadre réglementaire idéal, on va dire, et au niveau européen. Moi, l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, ça va être un exemple concret en fait de redirection des moyens économiques et financiers publics vers la transition, en vous partageant donc un exemple que je connais bien, un exemple local slash régional, qui est celui de la région de Bruxelles-Capitale. Mais donc peut-être pour commencer, pour vous donner un peu de contexte, parce que situer un peu la région de Bruxelles-Capitale, parce que l'institutionnel en Belgique, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc la Belgique, c'est un État fédéral avec des entités fédérées, certaines qu'on appelle des régions. Il y en a 3 en Belgique, la Flandre, la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale. Il faut savoir que les régions en Belgique ont beaucoup de compétences, notamment l'économie, l'environnement, l'emploi, l'aménagement du territoire. Et donc, pour gérer ces compétences, on a un exécutif, un gouvernement et puis un parlement. Donc, mon histoire à moi, elle se situe dans la région de Bruxelles-Capitale, qui est un petit territoire, finalement, 162 km², très, très densément peuplé. C'est une économie très riche, selon les indicateurs traditionnels comme le PIB, mais dont il faut savoir aussi que malheureusement, un tiers de sa population vit au niveau du seuil de pauvreté. Donc un paradoxe d'une grande capitale. Une économie aussi quasiment basée uniquement sur les services.
il y a, enfin, sur le tertiaire. Donc, il y a des sièges de grandes institutions internationales, telles que l'Union européenne, bien évidemment, sièges de banques, de nombreuses grandes entreprises, et puis aussi une économie avec plein de petits indépendants qui travaillent au quotidien dans l'économie réelle, on va dire. Mais c'est en gros une économie qui doit quasiment tout importer de l'extérieur, avec du coup les conséquences qu'on connaît en termes d'empreinte carbone liées au transport et puis à la production de tous ces biens qui viennent de l'extérieur. Donc, on va dire en étant conscient de ces paradoxes, les écologistes, et donc notamment Barbara Tract, qui est la secrétaire d'État en charge de la transition économique et la ministre donc, que je conseille, eh bien, les membres du gouvernement ont élaboré un accord de gouvernement très ambitieux en juillet 2019. Et celui-ci stipule qu'en fait, la région bruxelloise doit atteindre les objectifs environnementaux qui ont été exigés par l'Union européenne. Et pour cela, elle ne va pas travailler uniquement sur les politiques dites vertes, comme le transport ou l'énergie, parce qu'on est conscient que les challenges sont beaucoup plus larges, notamment le fait qu'on importe tout dans la région bruxelloise. Et donc, on va également travailler sur les politiques non vertes, et donc au premier rang desquelles il y a l'économie. Et l'objectif principal de cette philosophie, de cette vision, c'est aligner en fait les instruments économiques dont dispose la région sur les objectifs climatiques et environnementaux que l'Union européenne nous a fixés et qu'on s'est fixés à nous-mêmes. Et donc, comment faire ça? Parce que c'est bien d'avoir la vision, mais après, il faut la mettre en œuvre. Vous imaginez bien que c'est un vrai changement de cadre, un vrai changement de paradigme. Et donc, ce changement de paradigme s'accommoderait très mal en fait des principes de base de l'économie orthodoxe, donc la croissance du PIB, la compétitivité prix et tous ces indicateurs-là. Et donc, il nous fallait vraiment de nouveaux outils pour nous permettre vraiment de remettre l'économie à sa place. C'est chouette parce que Vincent a aussi utilisé cette expression au cours de sa présentation. Et donc, c'est vraiment ça l'idée derrière, c'est remettre l'économie à sa place pour qu'elle devienne une alliée de la transition. Et donc, on ne voulait pas utiliser les outils économiques traditionnels, mais on a trouvé la théorie du donut qui a été conceptualisée par l'économiste anglaise Kate Raworth. Et selon cette théorie, en fait, les êtres humains ont des besoins de base, un socle de droits fondamentaux, si on peut dire, auquel il et elle, nous, on a toutes et tous accès. C'est le cercle interne que vous voyez ici sur le schéma. Il décrit en fait l'accès donc à ces besoins primaires, on va dire accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, la sécurité, la justice, la culture, you name it. Et donc, toutes et tous, on devrait y avoir accès. Et donc, ce premier cercle, ça constitue finalement un plancher en dessous duquel on ne peut pas descendre. C'est pour ça qu'on appelle ça le plancher des droits sociaux. Mais Kate Raworth, elle rappelle aussi qu'en fait, on vit sur une planète qui est limitée et qu'on ne doit pas dépasser certains seuils. Et donc, c'est le deuxième cercle concentrique que vous voyez sur l'écran. Et qui en fait représente une sorte de plafond des limites planétaires environnementales. Il ne faut pas dépasser un certain seuil d'azote ou bien d'ozone ou de phosphore dans l'atmosphère. Il ne faut pas dépasser un certain seuil d'acidité dans les océans, sous peine finalement de tout déséquilibrer. Et donc, on a ces deux cercles concentriques et qui donc forment un donut, d'où le nom de la théorie. Et entre les deux, c'est l'espace qui est finalement socialement juste et écologiquement sûr, dans lequel une économie peut prospérer. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette théorie, elle m'enthousiasme à fond. Et au niveau du... Pardon, Margot, tu Est-ce que voulais tu rajouter? peux juste mettre en plein écran parce que les personnes n'arrivent pas bien à voir en mode diaporama? Mais c'est juste qu'après, je ne peux pas voir mes notes en même temps et donc ça m'embête de... Ah, Désolée. Mais Tu dois pouvoir le mettre en mode reading comme j'ai fait, c'est le deuxième petit icône et pas le dernier en bas. Ouais, celui-ci, ouais.
Ouais, le petit livre, ouais. Et là, c'est bon? Ouais, nickel. Sorry. Donc, je continue. J'en étais où? Oui, à quel point je trouvais cette théorie inspirante. Et, et donc, en fait, au niveau du cabinet de Barbara Tract, il nous a semblé que cette théorie, elle était vraiment la plus appropriée pour mettre en œuvre notre objectif qui est, donc, comme je l'ai déjà dit plus haut, de vraiment aligner les instruments économiques avec les objectifs environnementaux et sociaux de la région. Et donc, du coup, on a commencé à travailler avec les différentes organisations sur un projet bruxellois pour le donut. Donc, la première organisation avec laquelle on a travaillé, c'est le DEAL, Donut Economics Action Lab, qui est l'organisation qui a été fondée par l'économiste Kate Raworth. On a aussi travaillé avec du coup des chercheurs et des chercheuses de Bruxelles pour être sûr aussi de bien focaliser sur le lieu concret, la réalité de terrain de Bruxelles. Donc, on a travaillé avec l'ICHEC et puis une association qui s'appelle Confluence. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire une réduction du donut, parce qu'en fait, le donut tel qu'il a été pensé par Kate, c'est vraiment une théorie qui se concentre, qui se pense au niveau mondial. Et donc, on a dû travailler pour l'adapter à l'échelle d'un territoire, pour trouver quelque chose qui soit finalement opérationnalisable au niveau d'une région. Et donc, il y a eu beaucoup de travail beaucoup d'efforts qui ont été mis dans ce travail, et ça a abouti notamment à le portrait donut de la région bruxelloise. Alors ici, bon, voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup de rouge, donc ça veut dire qu'on dépasse les limites planétaires et on n'offre pas tout ce socle de droits sociaux à toutes et tous. Bon, finalement, il n'y avait rien de très, comment dire, en tout cas au niveau planétaire, il n'y avait rien de très surprenant, puisqu'on sait que Bruxelles fait partie des villes-régions du Nord global, qu'elle dépasse allègrement son budget carbone. Donc voilà, c'était assez logique finalement qu'il y ait beaucoup de rouge. L'intérieur du donut, on aurait pu se dire que, comme aussi pays du Nord global, a priori avec un système de sécurité sociale notamment assez développé, on aurait pu penser que ça aurait été plus vert, mais en fait, il faut voir que les travaux qui ont été réalisés ici par les chercheurs et les chercheuses montrent en fait que, enfin, il y a la théorie et puis il y a la pratique, et que les gens veulent avoir plus finalement en termes de social. Donc, c'était aussi montrer l'ambition dont on doit faire preuve pour avoir une politique sociale et environnementale juste et sûre. Mais sûrement, on va dire, l'apport le plus important qui a été fait dans le cadre, la contribution la plus cruciale, je pense, qui a été faite sur le travail du donut, ça a sans doute été de découvrir et puis d'appliquer la notion de business model exemplaire sur le plan social et environnemental. Donc, si on repart sur ce que j'avais dit juste avant, finalement, cette notion de business model, il sera considéré comme exemplaire s'il respecte, sans surprise, le plancher social et le plafond environnemental du donut. Et donc, via notre stratégie de transition économique qui s'appelle Shifting Economy, nous avons adapté en fait les instruments économiques de la région afin qu'ils prennent en compte cette exemplarité sociale et environnementale. Là, ce que vous voyez sur le slide, c'est les outils économiques incitatifs que la région a dans son portefeuille d'action, on va dire. Donc, c'est le financement des entreprises, l'accompagnement des entreprises et puis l'hébergement de ces entreprises. Et donc, ces différentes catégories d'aides, on les a réorientées, modifiées. On a modifié la loi finalement pour qu'à partir de mars 2024, donc c'est-à-dire maintenant, ces aides soient majorées pour les business models exemplaires, et qu'à partir de 2030, eh bien, ces aides ne soient plus accessibles qu'aux business models exemplaires sur le plan social et environnemental. Et donc peut-être un dernier point pour faire pour revenir vraiment
au cœur de la thématique d'aujourd'hui, donc le financement de ces entreprises, donc un des trois leviers, un des trois outils. En fait, dans cette approche donut/transition économique, la conditionnalité, c'est vraiment central parce que ça structure la manière dont on utilise finalement les deniers publics. Notre conception, c'est de dire clairement, on oriente les moyens publics qui sont limités vers la transition. Et la conditionnalité, c'est le moyen pour mettre en œuvre cette vision. Et donc, tout au long de la législature, comme je disais, on a réformé ces outils économiques régionaux. On a modifié la loi pour que, en fait, maintenant, on puisse intégrer la conditionnalité dans les aides économiques pures, dans le financement de la recherche et de l'innovation et dans tout ce qui est prise de participation ou garantie bancaire qu'on offre aux entreprises en région bruxelloise. Et donc peut-être très rapidement, comment ça se passe cette analyse de l'exemplarité sociale et environnementale. Ça commence par ce qu'on appelle d'abord un screening négatif, donc une analyse des critères d'exclusion. En fait, on exclut clairement les énergies fossiles, le tabac, les jeux de hasard. Après, on passe à un screening positif, donc qui est axé sur des thématiques spécifiques. Enfin voilà, ça fait fort le lien avec les thématiques du donut finalement, mais elles sont adaptées à la région bruxelloise. Et donc, typiquement, c'est l'alimentation saine et durable, par exemple, ou bien les industries culturelles et créatives. Et puis la dernière partie de cette analyse de l'exemplarité, c'est vraiment regarder l'impact, voir s'il y a un impact positif. Et ça, on le fait notamment en se basant sur les critères des ODD, les objectifs du développement durable. Donc voilà, c'était un peu résumé en très rapidement la stratégie de transition économique basée sur le donut qu'on a mise en œuvre à Bruxelles. Et voilà, c'est une stratégie ambitieuse, mais parce qu'on doit être à la hauteur. Il n'y a pas de temps à perdre. Tous les secteurs doivent se coaliser. Et l'économie, c'est, on peut dire, une big woman, une grande dame qu'il faut transformer en allié de la transition. Merci beaucoup Stéphanie pour cette riche présentation et on est très heureux d'accueillir encore plus de grandes dames à ton image ce soir. Encore une fois, c'est un très beau rappel pour dire que voilà, l'écologie politique, c'est un projet sociétal. On couvre vraiment toutes les parties. Je vous invite à regarder notre programme. Euh, Juste pour faire un peu la transition, la théorie du donut, ça recoupe vraiment une pensée qui est vraiment très chère aux écologistes, qui est la pensée globale et l'action locale. Cette espèce de concept qui nous permet de définir une boussole finalement. Et dans notre cas de figure, ça serait à l'échelle du Parlement européen. Et voilà, on a un peu les idées et les forces vives pour concrétiser ces boussoles-là sur le terrain avec toutes les spécificités locales. Ta présentation aujourd'hui est encore plus importante parce que elle met en valeur un peu une idée qui est très chère, un des piliers de l'écologie politique, c'est le fédéralisme. Et le fait que toi, tu sois sur la liste belge et Michael sur la liste française montre ces synergies-là. Et on est très fiers de pouvoir continuer ces collaborations-là à l'heure où malheureusement les sondages montrent qu'on aura de plus en plus d'eurosceptiques au Parlement européen. Voilà, ce qui est très important pour nous de mettre en avant et ce qui rend encore plus important cette élection. Je vais donc partager mon écran pour vous faire quelques petits rappels. Voilà. Donc maintenant, où se dirige-t-on? Donc le premier point qu'on voulait vous partager, c'est comment rentrer en contact avec nous. On est vraiment aussi dans le contexte d'une campagne électorale. Le vote aura lieu le 9 juin. Donc c'est très important, si vous voulez participer et connaître plus notre région, rentrez en contact avec les écologistes de votre pays. Encore une fois, on est une région hors de France qui couvre le monde entier et on a des forces vives partout, sur tous les continents. Donc n'hésitez pas à utiliser le QR code et le lien qui va aussi vous être mis dans le chat. Et donc voilà, et n'hésitez pas à venir prendre en contact avec nous, nous rencontrer, etc. Au-delà de ça, il y a aussi la campagne nationale
celle de la liste menée par Marie Toussaint. Donc, vous avez aussi le site pour accéder à la campagne. Et en fait, tout simplement pour dire que cette campagne est riche en événements, des événements à l'image de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il y a un agenda très riche et du matériel qui est très important, notamment sur des points programmatiques. Le prochain événement, je regarde mes notes, aura lieu le 3 avril et parlera d'un sujet qu'a ébauché Stéphanie, les limites planétaires et le plancher social. Donc c'est très important pour nous de pouvoir sous la forme de webinaire, on va dire inclusif, pouvoir présenter notre programme et faire ça dans la durée de la campagne qui arrive. Donc, c'est très important pour nous à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec la campagne nationale et de profiter tout simplement de ces contenus très riches pour découvrir les autres colistiers, notre programme et aussi toutes les modalités de vote, etc. Je reviens sur notre région à nous, la région Hors-de-France. On est toujours en recherche de forces vives, de militants et militantes qui souhaitent nous rejoindre, et encore plus quand il s'agit de campagne électorale. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur ces 3 dates dédiées. Donc, on met en place la semaine du 8 avril des sessions de lancement. Donc, on essaye, parce qu'on est la région Hors-de-France, d'être le plus inclusif par rapport aux différents fuseaux horaires qu'on couvre. Le lundi 8 avril, ça sera à 21h, heure de Paris. Mercredi 10 avril, ça sera 18h30, heure de Paris. Et le vendredi 12 avril, à 12h de Paris. Le lien va vous être mis dans le chat et le QR code aussi peut être utilisé. Simplement pour vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller à ces sessions-là pour nous rejoindre, pour nous aider. On est totalement conscient que c'est très difficile de trouver des dates et qui marchent pour toutes et tous. Donc, n'hésitez pas simplement à prendre contact avec nous. On est toujours là pour répondre à vos questions, vos suggestions, etc. On est encore plus preneurs de force vive qui souhaitent s'impliquer dans la campagne. Enfin, avant de passer aux questions-réponses, je vous rappelle que le scrutin aura lieu le 9 juin 2024 et qu'il est très important de s'inscrire sur les listes électorales quand on invite à l'étranger dans le consulat où vous habitez, avec une date limite au 3 mai. Désolé, je regarde mes notes. Et sans plus attendre, on va passer aux questions-réponses. Donc, une petite minute que j'arrête le partage et que je retrouve la liste des questions. Donc voilà, je vais prendre au hasard la première question qui est venue par le chat et je vais la diriger vers Stéphanie et Michael. N'hésitez pas à prendre la parole, nos chers panélistes. Alors, que pensez-vous des directives de la CSRD de l'Union européenne qui impose aux environ 50 000 plus d'entreprises européennes de fournir des chiffres et des informations sur leurs efforts concernant les critères ESG, les goals environnementales et sociales, un soutien pour les objectifs environnementaux actuels à l'Union européenne. Voilà, Stéphanie, je pense que peut-être tu pourrais commencer par la prendre, cette question. Je veux bien, mais je pense que Vincent a une Je une vais approche insister peut-être pour que tu plus. m'appelles Michael, Stéphanie. Ah, Michael, pardon. Excuse-moi. Pardon. Bon, j'y vais très rapidement. La directive CSRD qui impose effectivement un reporting. En fait, ça impose tout simplement de la transparence pour les plus grandes entreprises pour montrer quels sont l'impact environnemental de leur business. On entend souvent les grandes entreprises se plaindre de ce nouveau reporting, mais en fait, il est vraiment nécessaire puisque on ne peut pas commencer à agir sur quelque chose qu'on ne mesure pas. Et donc, cette transparence est vraiment, vraiment importante. Et ce qui est très important et ce qui est rappelé dans la question, c'est qu'en fait, ce sont les plus grosses entreprises qui doivent le faire. Donc, celles avec un impact le plus important et celles aussi qui, en fait, en interne, ont les ressources pour pouvoir effectuer ce reporting. Et effectivement, si ça avait touché les PME,
ça aurait été beaucoup plus problématique parce que les PME, elles sont focalisées sur leur travail, elles n'ont pas beaucoup de ressources en interne pour travailler sur le législatif, etc. Et donc là, ça aurait été vraiment un problème. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau de la région bruxelloise, on travaille vraiment sur une sorte d'autodiagnostic qui est vraiment spécifique pour les PME. Donc, ça ne rentre pas dans les grands détails qui sont demandés pour la CSRD. Mais donc, voilà. Long story short, c'est vraiment important que cette régulation soit mise en place. Je compléterais du coup, Voilà. pardon, ouais, je compléterais juste en disant peut-être quand même, ça c'est le verre à moitié plein, sur le verre à moitié vide, il est quand même regrettable que la responsabilité des acteurs financiers n'ait pas été intégrée à la proposition qui a été faite, et ça à cause de la France notamment. Voilà, j'y faisais allusion tout à l'heure, où il y a peut-être une envie comme ça de la place parisienne de devenir un peu la championne post-Brexit de la finance européenne, voire de la finance mondiale. Et donc ça passe aussi par souvent le meilleur lobbyiste des banques et de la finance à Bruxelles, c'est la France. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Parlement européen, mais il y a le Conseil européen aussi. Et que du coup, voilà, de ce besoin, voilà, de prendre en compte sa responsabilité et de publier les chiffres, voilà, les banques sont exemptées, voilà, de prendre en compte finalement qui elles financent. Donc une banque qui financerait Total, voilà, ne sera pas forcément pénalisée comme telle. Donc ça, c'est quand même un problème, puisque la finance reste le nerf de la guerre. Donc on a quand même un gros trou dans la raquette. Et je terminerai aussi en disant que je suis d'accord avec Stéphanie pour dire que c'est absolument nécessaire, c'est toujours bien d'avoir cette mesure. Je mets en garde quand même par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que souvent le manque de données ou le besoin de faire de la donnée, c'est un moyen parfois de prendre son temps. Et donc, il ne faudra pas se laisser embarquer dans des débats disant ah ouais, mais ces données, elles ne sont pas comparables avec les données américaines, ou alors on va attendre d'avoir 10 ans pour créer vraiment une donnée statistique avant de pouvoir agir. Ça fait partie des choses qui nous empêcheraient de penser un petit peu. Donc, évidemment, c'est nécessaire, c'est loin d'être suffisant, et attention aux quelques pièges. Comme les deux que je viens de citer, que cette directive, évidemment, qui sort dans une version utile mais imparfaite. Ça me donne envie aussi, peut-être à la limite, parce que c'est un bon exemple, de rebondir sur une question qui a été posée en demandant quel est notre ennemi, l'extrême droite ou le capitalisme. Je pense que si on prend la situation franco-française, que le capitalisme est peut-être bien représenté par la majorité actuelle. En tout cas, à Bruxelles, c'est souvent les intérêts capitalistiques et financiers qui sont défendus par la majorité, là où l'extrême droite va plutôt aussi chercher à déréguler, à faire pause sur les questions écologiques, et donc à cette question qui est notre ennemi, entre guillemets, c'est quand il s'agit de la trajectoire climatique et de la cause, les deux, en fait. Et le capitalisme, hein, encore une fois, l'économie, c'est le nerf de la guerre, et donc une écologie qui n'est pas anticapitaliste est amenée à avoir de gros problèmes, voire même à échouer. Et l'extrême droite, même quand il s'improvise un peu écolo, c'est souvent avec des arrière-pensées, et c'est rarement sincère, mais plutôt comme une excuse de dire le problème n'est pas chez nous, il est en Chine ou aux États-Unis, et c'est évidemment pas acceptable et contre nos valeurs. Donc, et je pense que c'est illustré aussi, voilà, la vraie écologie, c'est celle qui est portée par nous, et certainement pas par des partis pro-capitalistes ou par l'extrême droite. Pardon, Margot. Parfait. Pas de souci. Merci beaucoup, Michael. On a eu une autre question dans le chat. Face à la pression sur le budget européen en termes de défense et de sécurité alimentaire, comment peut-on présenter l'écologie? Quelle est la stratégie pour mettre l'écologie sur le débat? Parce que le sujet, donc l'écologie, devient de plus en plus silencieux au sein de nos États et du Parlement. Donc, comment est-ce qu'on peut remettre ce sujet devant de la scène? Peut-être que tu commences à répondre, Michael, vu que tu avais commencé avant Stéphanie, et puis on fera la rocade. Très brièvement, parce que j'ai profité pour répondre à une question qu'on m'a pas posée. Évidemment, encore une fois, la finance, c'est le nerf de la guerre, mais peut-être un rappel utile, le budget européen, c'est 1% du PIB de la zone. Donc, il y a quand même des marges de manœuvre pour en faire plus. Le budget européen, c'est un budget vraiment à minima.
Par ailleurs, la cause écologiste est à mon sens pas du tout incompatible avec la question alimentaire, hein, qui est soulevée. Donc, je dirais les deux, mon capitaine. Par contre, il est certain qu'il y a des carcans austéritaires, des freins budgétaires qui sont encore à lever. On a beaucoup parlé de finances privées, en tout cas en ce qui concerne mon intervention sur le rôle des banques et de la finance de marché. Il y a aussi un rôle, une question sur la finance publique. Absolument, et le retour, voilà, des règles budgétaires, du carcan de l'austérité. En France, Bruno Le Maire qui va annoncer des coupes à droite, à gauche, je dirais même d'ailleurs plutôt à gauche, si vous m'autorisez ce jeu de mots. Et c'est vraiment dramatique, et c'est en ça aussi que le programme des écologistes est intéressant, c'est qu'on est quand même beaucoup plus dans l'anticipation que dans la réaction. Et à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il y a un problème, la logique est la même, c'est de réagir ex post. Avec le climat, on ne pourra pas faire comme ça. Il faut anticiper au maximum. Et donc, un euro dépensé aujourd'hui dans la transition écologique vaut mieux que 10 euros dépensés dans 10 ans à réparer les pots cassés. Et ça aussi, c'est une logique qui devrait être compatible avec les logiques financières qui dominent aujourd'hui à Bercy. Et donc, je regrette de voir le plus mauvais économiste de France être ministre des Finances. Je souhaite une carrière d'auteur très prochaine qui sera peut-être plus prolifique. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Stéphanie, tu voulais peut-être intervenir sur la même question? Oui, peut-être juste très rapidement. Ici, en Belgique, le débat est quand même... et la question environnementale n'est pas mise de côté. Enfin, on a encore notre Premier ministre qui a... parce que donc, la Belgique a la présidence de l'Union européenne actuellement. Et en tant que présidence, normalement, on est censé rester neutre. Mais notre Premier ministre, Alexander De Croo, a décidé d'agir en sous-main, en fait, pour torpiller à nouveau la loi sur la restauration de la nature, donc agissant de manière complètement déloyale par rapport à son rôle, agissant complètement à l'inverse de l'intérêt général et l'intérêt de la présidence belge et de l'intérêt de l'Union. Et donc, en fait, ces questions-là, en tout cas en Belgique, la question environnementale est vraiment au devant de la scène. On prend aussi les manifestations des agriculteurs et des agricultrices qui continuent finalement d'avoir lieu, mettent aussi en avant la question environnementale. Donc, à notre niveau, on appuie vraiment beaucoup contre ce discours ambiant disant qu'il faut une pause, parce que c'est ça la motivation d'Alexander De Croo, il faut une pause environnementale et nous, on considère au contraire, vu l'urgence de la situation, qu'il faut accélérer la transition. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, il y a une question qui est importante qui a été posée sur le sujet de l'applicabilité de la théorie du donut, donc, que tu as présenté, Stéphanie, et dont tu as parlé aussi, Michael. Et est-ce qu'elle pourrait être appliquée dans les pays en voie de développement? Parce que, encore une fois, notre crise climatique, elle est globale. Et en tant que Global North, je perds mon français, on a aussi un devoir d'exemplarité et de pouvoir pousser certaines idées. Donc, est-ce que euh, euh, vous pensez que ça pourrait être applicable au-delà du contexte européen? Tout à fait. La théorie du donut, comme je disais au début, elle est pensée au niveau planétaire, donc que ce soit le niveau du nord global ou du sud global. Et en fait, quand on décide de réduire finalement le donut à un territoire comme on l'a fait au niveau de la région bruxelloise, en fait, on doit prendre en compte 4 lunettes qui sont la lunette sociale, environnementale, bien sûr, mais aussi la lunette locale et la lunette globale. Et donc, ça donne 4 dimensions qui montrent à quel point, en fait, tout est interconnecté. Et dans un des axes de travail qu'on a fait sur le travail du Brussels Donut, il y avait ce fait de prendre un objet du quotidien, par exemple, on l'avait fait très bien avec un smartphone, de le mettre au centre de ces 4 lunettes et de voir quels sont les impacts sur ces 4 lunettes. Et donc, typiquement, pour un smartphone, on voit pour la lunette
global environnemental, l'extraction finalement des matières premières, des terres rares qui est nécessaire à la fabrication de ce smartphone, elle implique directement, typiquement, les pays du Sud global qui sont riches, dont les sols sont riches en matières premières. Et ça rentre en ligne de compte dans l'analyse de notes. Idem, les personnes qui travaillent dans les mines pour extraire ces minerais aussi ont des conditions de vie complètement désastreuses. Et ça rentre du coup c'est un peu... Dit comme ça, c'est comme si je mettais les gens dans des cases, mais ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment le fait de dire réfléchir à nos actes de consommation en prenant en compte justement ces 4 lunettes. Et peut-être pour compléter aussi, en fait, le réseau des villes et des territoires qui appliquent la théorie du donut, il en existe partout dans le monde, en fait. Et c'est vraiment une théorie fédératrice qui montre qu'on doit avoir une vision à 360 degrés. Quand on fait quelque chose ici, maintenant, au niveau social ou au niveau environnemental, ça a un impact là-bas, sur les mêmes plans. Et donc, oui, clairement, la théorie du donut est applicable partout. Merci beaucoup, Stéphanie et Michael. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet? Un complément très rapide pour dire que, et parce qu'on est aussi là pour les élections européennes, que ça fait partie, à mon sens, aussi des enjeux essentiels qui nécessitent un vote massif pour l'écologie politique, parce que les logiques actuelles, voilà, au Parlement, c'est quand même vachement dominé. Il y a un risque d'ailleurs de coalition droite, extrême droite, sur la prochaine mandature. Mais même aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la gouvernance européenne est dominée par de rares indicateurs qui sont le PIB, la croissance potentielle, le taux d'endettement, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur le PIB et de rares dérivés du PIB qui empêchent de penser tout le reste. Déjà, c'est souvent pensé en silo sans aller forcément jusqu'au donut absolu, mais en tout cas, il y a une valeur, et je sais qu'il y avait une question aussi sur la décroissance. L'idée, c'est de dire, il faut évidemment piloter avec tout un tas d'indicateurs. Le PIB, il ne faut pas le jeter comme ça à la poubelle. Il nous a servi, il a eu une utilité. Hein, c'est pas pour rien qu'il est là. Le problème, c'est que c'est devenu l'alpha et l'oméga, et que le PIB, il y a plein de trucs qu'il ne mesure pas, qu'il mesure mal ou qu'il ne mesure pas. Et le PIB dit finalement peu de choses sur la qualité derrière. C'est encore une fois une logique court-termiste. Si on a fait 4% de PIB au lieu de faire 2% de PIB, mais que ces 2% supplémentaires de PIB ont été faits au coût de toxiques, voilà, de contamination de personnes, au coût de destruction d'emplois, de pollution, etc., c'est une perte sèche à moyen et long terme pour des gains de court terme. Faut rappeler aussi qu'au sens du PIB, une inondation, bah, c'est positif parce que derrière, il y a de la reconstruction, il y a des paiements d'assureurs, etc. Donc, le PIB, enfin, la démarche, c'est pas de jeter le PIB à la poubelle. La démarche, c'est de le compléter et aussi peut-être d'admettre que l'idée d'un indicateur, c'est pas forcément de le maximiser absolument. Donc, c'est là aussi qu'est la beauté du donut. Et donc, à mon avis, il est urgent de garder l'indicateur du PIB, mais de le compléter avec des choses un petit peu plus meaningful en bon français. Et que le PIB seul et absolu comme boussole ne dit finalement pas grand-chose, voire même rien. Merci beaucoup, Michael. Euh, bon, il est quasiment à l'heure, donc peut-être Margot, tu voulais aborder une dernière question avant de conclure. Oui, on avait une question sur les procurations ou comment voter si j'arrive pas le jour J à me rendre à mon bureau de vote en France ou au consulat si je suis à l'étranger. On peut prendre des procurations. Vous pouvez directement sur notre site internet pour les hors de France retrouver notre adresse mail HDF, et en plus j'ai oublié notre adresse mail, c'est merveilleux, je vais y arriver, @elv.fr, voilà, tout simplement, on va vous le remettre dans le chat, et sinon vous connectez sur les écologistes, le site de tout le parti pour trouver des contacts en France si vous avez besoin d'établir une procuration pour ce scrutin. Merci beaucoup, Margot. Donc, il est temps de conclure encore une fois. Merci à nos chers panélistes, Michael et Stéphanie.
L'écologie politique va beaucoup plus au-delà de l'environnement pur et dur. On propose un projet sociétal, un projet qui se traduit aujourd'hui par une campagne électorale qui va être riche en éléments programmatiques, en événements. N'hésitez pas à prendre en contact avec nous à travers les ressources qu'on vous a données, à participer à nos futurs événements. Et n'oubliez pas, comme le rappelait Margot, qu'on est aussi dans le cadre d'une campagne électorale et qu'il va falloir aller voter parce que les enjeux sont très grands. Et aujourd'hui, on l'a prouvé à travers les présentations que voilà, cette boussole globale entre autres, se dirige et se construit à Bruxelles. Et vraiment, il est de la plus grande importance d'aller vers une campagne qui soit constructive et qu'on puisse, nous, écologistes, faire le meilleur score possible à ces élections. Encore une fois, merci de votre participation. On a été très nombreuses et nombreux. Et puis, on vous retrouve très vite pour la suite des événements d'Europe Écologie Les Verts, les écologistes hors de France. Et encore une fois, merci à nos panélistes, merci à toi Margot, à toute l'équipe derrière qui a rendu cet événement possible, le bureau exécutif régional, les militantes, les militants, etc., etc. Merci et à très bientôt. Merci Merci Oussama, à vous. Bonne merci. soirée. Au revoir. Et à très bientôt. N'hésitez pas, hein, je sais que toutes les questions n'ont pas été réglées, donc on se revoit très bientôt.